Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Chers amis de la résistance française, nous allons maintenant nous pencher sur les 6 civilisations du monde contemporain et sur ce que les peuples ont en commun qui permet de les regrouper en civilisations. L'humanité est multiple. L'espèce Homo sapiens contient 5 races. L'humanité a 4 grandes religions, pas davantage. Les autres religions multiples ne sont pas du même niveau. Et elle est divisée, aujourd'hui, en 2020, en 6 civilisations. 6 civilisations dont les frontières sur le terrain sont précises. Alors, je vous avoue que pour faire cette carte qui figure sur le site natlib.fr ou sur le site lesquin.fr, où chaque civilisation est représentée par une couleur différente, je suis parti des frontières des États existants, ce qui était plus simple. Bon. Alors, on pourrait chipoter dans certains cas, par exemple, on pourrait soutenir à bon droit que le Tibet, jusqu'à l'invasion chinoise, était plutôt à rattacher au monde indien qu'à la civilisation chinoise, mais ce sont des détails. Alors, qu'est-ce qu'une civilisation, me direz-vous ? Eh bien, une civilisation, dans le sens où je l'entends, c'est le niveau le plus élevé de l'identité culturelle. Il n'y a pas de niveau plus élevé. Le niveau culturel le plus élevé est celui de la civilisation, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de culture universelle. Il y a des valeurs universelles, mais il n'y a pas de culture universelle, j'y reviendrai. Alors, pour désigner ces civilisations, je suis parti d'un très beau petit livre de Henri de la Batide, qui était un islamologue et aussi un poète, ancien président, qui est mort comme président de l'Institut des langues orientales, l'Angzo comme on dit, qui a écrit un petit livre stimulant, dont il a emprunté le titre à un poète musulman, Les 4 voyages. Alors, les 4 voyages, avec l'endroit d'où on est parti, cela fait 5 civilisations. Et j'ai corrigé ou complété la Batide avec Nicolas Trubetskoy, le linguiste, qui était aussi un nationaliste pan-eurasien, pour ajouter une 6e civilisation qui est le monde russe. Sur le fond de cette analyse, je m'appuie davantage d'ailleurs sur Spengler que sur la Batide. Spengler est beaucoup plus profond et, à vrai dire, bien que je ne partage pas les conceptions quelque peu rigides et déterministes de Spengler, je crois qu'on n'a pas dépassé, on ne dépassera sans doute jamais, la profondeur de ces analyses pour définir les civilisations. En revanche, je précise que je ne m'appuie pas du tout sur Toynbee. Arnold Toynbee me paraît un auteur relativement surfait, et qui, malgré l'intérêt de ce qu'il écrit, a fragmenté les civilisations sans vraiment justifier cette fragmentation. Et encore moins sur Huntington, qui est un auteur fort intéressant, mais dont le livre « Qui sommes-nous » me paraît beaucoup plus profond et juste que le livre qui a fait sa réputation mondiale, Le choc des civilisations. En fait, Huntington ne savait pas ce qu'était une civilisation, à mon humble avis. Il confond religion et civilisation. Or, si les religions sont une part importante de l'identité culturelle, elles ne suffisent pas à définir les civilisations. Donc, la Batide a appelé l'Occident la civilisation de la personne. L'Orient, la civilisation de la parole. L'Inde, la civilisation geste. La Chine, la civilisation du signe. L'Afrique noire, la civilisation du rythme. Et j'ai ajouté donc la Russie, le monde russe,
l'Eurasie si vous voulez, pour employer le langage de Troubetskoï, le monde russe, la civilisation de l'icône. Alors ces appellations ont plus ou moins de profondeur, honnêtement. C'est surtout pour la civilisation de la personne, l'Occident, et peut-être pour la civilisation du rythme, que les expressions expressions poétiques employées par Henri de la Batide sont profondes et touchent à l'essentiel. Commençons donc par nous intéresser à notre civilisation, l'Occident. Comment est né l'Occident? Quelle est l'histoire de la naissance de l'Occident? L'Occident est né, l'origine de la naissance de l'Occident remonte à une cassure entre l'Occident, ou ce qu'allait devenir l'Occident, et l'Orient. 394, l'empereur de Rome, Théodose Ier dit le Grand, partage son immense empire, pensez aux conditions des communications à l'époque, qui n'étaient pas aussi bonnes que les nôtres, évidemment, entre l'Occident pour Honorius et l'Orient pour Arcadius. L'Orient, ensuite, centré sur Byzance, devenu Constantinople, puis Istanbul, a continué à vivre sa propre histoire. Mais l'Orient avait une histoire beaucoup plus ancienne que la nôtre, en réalité. Car elle remonte au moins aux Achéménides. Elle remonte au moins au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec la fondation de l'empire des Achéménides par Cyrus le Grand. Alors Spengler voudrait que cet empire, que cette civilisation fût elle-même dépendante de ce qui l'a précédé, à savoir la civilisation des Sumériens, des Akkadiens ou Babyloniens. Je crois quand même que la civilisation perse à l'origine et orientale ensuite, qui est devenue celle de l'islam, est fondamentalement originale. Et elle s'est maintenue jusqu'aujourd'hui, donc depuis 2500 ans. L'Occident, pour sa part, n'apparaît en réalité qu'au XIe siècle, à la rigueur au Xe siècle. L'Occident, qui s'est donc formé après cette cassure de 394, et comme la France elle-même, qui en a longtemps été le résumé, avant de décliner, au moins relativement, un synécisme celto-romano-germanique. L'Occident est formé de peuples conquis, de nations, de futures nations, conquises par des peuples germaniques comme les Francs, et ce sont les Francs qui ont créé l'Occident, mais en héritant de Rome et de la culture grecque, évidemment, et en s'appuyant sur le fond de population celtique qui était celui de la France, et aussi d'ailleurs, dans une large mesure, de l'Italie et de l'Espagne. Alors, on peut dire que l'Occident et la nation française ne se forment qu'au XIe siècle, avec une deuxième grande date, 1054, le grand schisme. Le légat du pape va déposer sur l'autel de la cathédrale Sainte-Sophie à Constantinople, ex-Byzance, une bulle d'excommunication, d'anathématisation. Ce qui veut dire que les prétendus orthodoxes sont pour des catholiques en réalité des hérétiques. Passons. Le sujet n'est pas négligeable. Et puis, XIe siècle, c'est aussi les croisades, c'est aussi, et surtout, je dirais, la réforme grégorienne. Et qui, par exemple, s'est traduite par une innovation essentielle, qui est le consentement au mariage. Je vais vous raconter une anecdote à cet égard qui est très caractéristique de l'écart qui sépare l'Occident de l'Orient. J'ai assisté à un mariage dit orthodoxe dans l'église grecque de Paris en 2018. Et j'ai été frappé par deux choses. D'abord, que les mélopées qu'on entendait étaient typiquement orientales. La musique est une des caractérisations des civilisations. Mais surtout, dans cette cérémonie de mariage,
il n'y a pas eu d'échange de consentement. Et en réalité, ce n'est qu'en Occident, qui est né avec la réforme grégorienne au XIe siècle, qu'il y a pour le mariage un échange de consentement. Cela peut nous paraître extraordinaire, tellement nous sommes habitués à cela, que ce soit dans le mariage religieux qui a toujours existé, ou le mariage civil inventé sous la Révolution, le moment fatidique, solennel, émouvant, c'est le moment où l'homme et la femme, les mariés, échangent leur consentement. Voulez-vous épouser? Oui. Voulez-vous épouser? Oui. Eh bien, cet échange de consentement, je le répète, n'existe pas. Et vous voyez bien la différence entre la civilisation de la personne et les autres civilisations. La personne, c'est l'individu reconnu comme tel, avec sa volonté propre, qui ne s'efface pas devant la collectivité. Alors, il y a dans cette cassure, ce grand schisme de 1054, une dimension religieuse essentielle. Une dimension religieuse essentielle puisque les Occidentaux ont imposé une modification du credo en ajoutant le filioque. Alors, des esprits superficiels expliquent que ce ne sont que des questions de mots. Pas du tout, c'est essentiel. Le credo, en latin, dit ceci, en résumé: je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois à Jésus-Christ, son Fils unique, je crois au Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils, qui reçoit la même adoration et la même gloire, qui procède du Père et du Fils, en latin, filioque. Le filioque est une addition tardive qui a été dogmatisée par l'Église romaine au XIe siècle, et que l'Église d'Orient, byzantine, a refusée. Or, cette addition est essentielle à la compréhension du dogme chrétien. Car si Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, n'est pas la source, une des deux sources du Saint-Esprit, eh bien, l'homme n'est pas réellement sauvé par l'entremise du Christ, puisque c'est la grâce qui sauve l'homme. Donc la procession du Saint-Esprit vis-à-vis à la fois du Fils et du Père signifie que l'incarnation est pleinement assumée. Ce que l'Orient ne peut pas accepter. Alors la version minimum est celle de l'Église byzantine, mais vous savez que dans l'histoire des hérésies chrétiennes, les églises ou les sectes nestoriennes et monophysites ont refusé complètement l'incarnation, estimant que soit Jésus de Nazareth n'avait pas la volonté de Dieu, soit il n'avait que la volonté de Dieu, il n'avait pas la volonté humaine, soit qu'il n'avait pas le corps d'un homme. Et ceci montre bien, car l'islam, qui est aujourd'hui la plus grande partie de la civilisation orientale, a conservé cela, que pour les orientaux, il y a un fossé profond entre le Créateur et sa créature. D'ailleurs, l'oriental se prosterne devant Dieu, alors que l'occidental s'agenouille, comme un vassal rend hommage à son suzerain en s'agenouillant, dans la chevalerie. Il ne se prosterne pas, il s'agenouille. C'est une différence complète. Civilisation de la personne, civilisation, de l'islam, justement, de la soumission. La soumission. Le pieux musulman s'appelle Abdallah, ou Abd el-Krim, ou Abd quelque chose. Abd, c'est l'esclave, en arabe. Et donc, l'idéal du pieux musulman, c'est d'être l'esclave de Dieu, Abdallah. Et sachant que dans le Coran, Allah a 150 qualificatifs ou épithètes, on peut varier à l'infini, enfin pas à l'infini, on peut varier beaucoup quand même en disant Abd el-Krim, Abd el-Qassem, et ainsi de suite. Esclave de Dieu. Ce qu'on retrouve dans un prénom grec, comme par hasard, c'est-à-dire oriental, Théodule. Théodule, en grec, veut dire esclave de Dieu. Donc la différence est complète. Il y a beaucoup d'affinités historiques, évidemment, entre l'Orient et l'Occident, avec cette radicale opposition sur la conception de la personne humaine et donc sur la conception de la société.
Alors comment comprendre cette opposition et cette différence? À un certain niveau d'abstraction, toutes les valeurs sont universelles. Mais ce qui distingue les civilisations, ça n'est pas donc la liste des valeurs, puisque toutes les valeurs sont universelles, c'est la manière dont la civilisation résout des conflits de valeurs, ou si vous préférez, la façon dont la civilisation établit la hiérarchie des valeurs. C'est donc une question de domination, en réalité. Car cette hiérarchie des valeurs correspond en fait à une domination des types humains, à la prépondérance de certains types humains sur d'autres. Et l'exemple le plus simple à donner, c'est celui du voile islamique. Le voile islamique protège la pudeur des femmes des regards salaces et vicieux des hommes. C'est une évidence. Mais il y a des degrés dans la pudeur, comme il y a des degrés dans la liberté. Disons pour schématiser que le conflit entre ces deux valeurs universelles partagées par les deux civilisations, l'Orient et l'Occident chrétien et l'Orient islamique aujourd'hui, essentiellement, que sont la liberté et la pudeur, ne trouvent pas la même solution. Dans l'Occident, civilisation de la personne, on donne beaucoup plus de champ à la liberté, et on permet par conséquent à la femme de montrer son visage et même son décolleté. Alors qu'en Orient, lorsqu'on est un pieux musulman, on cache au moins les cheveux de la femme et éventuellement son visage. Alors, quelles sont les autres civilisations donc qui occupent la surface du monde, en dehors donc de ces deux principales, à nos yeux en tout cas, qui sont l'Occident et l'Orient. La troisième que je voudrais citer, j'en ai dit déjà un mot, c'est le monde russe. Alors le monde russe, Toynbee, qui je le répète n'est pas ma référence principale, loin de là, le qualifie méchamment de civilisation satellite. Alors c'est assez juste. En réalité, le monde russe véritablement apparaît comme une civilisation nouvelle au XVIe siècle avec Ivan le Terrible, à l'issue de cette confrontation longue qui a duré 1000 ans entre les Turcs et les Slaves, entre les Turcs et les Russes plus précisément, qui a commencé avec Attila et qui s'est continué avec les camps tatars. Alors Nicolas Troubetskoy, donc le linguiste et le philosophe, explique très bien que la Russie est eurasienne, qu'elle est issue d'un synécisme, cette fois-ci, entre les Turcs, tatars, mongols aussi, et les Russes. Un synécisme turco-russe, ou russo-turc si vous préférez. Il appelle cela les Touraniens, ou les Eurasiens, pour expliquer comment cette synthèse s'est faite. C'est la réalité. D'ailleurs, anecdotiquement, regardez le faciès de Vladimir Poutine avec ses pommettes saillantes. On voit bien que racialement, le peuple russe et les peuples qui sont agrégés autour de lui ont une forte dose de sang mongoloïde, le sang de la race mongoloïde. Je vous ai dit les auteurs sur lesquels je me suis appuyé. En réalité, la distinction des civilisations, donc, qui repose sur Labatide et Spengler, complétée et corrigée par Troubetskoy, je l'ai peaufinée par d'innombrables lectures depuis des dizaines d'années, et même par les voyages que j'ai faits. J'ai d'ailleurs fait le tour du monde en 2005. Et je me rappelle très bien, quand j'étais en Russie, la différence, évidemment, entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Les vrais nationalistes russes ou eurasiens comme Troubetskoy détestent Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est une projection de l'Occident en Russie, voulue par Pierre le Grand, qui a occidentalisé la Russie. Mais sur la place rouge, on sent bien qu'on est dans un autre monde. On n'est pas du tout dans un univers esthétique et mental qui ait le moindre rapport avec le nôtre. La Russie, c'est différent. La Russie, c'est complètement différent. Alors, évidemment, la Russie, civilisation satellite,
est plus récente que les autres, elle est moins formée, elle est moins avancée dans l'originalité, mais elle est quand même originale, tout en restant évidemment très proche de celles qui ont influencé d'abord l'Orient byzantin, à qui elle a emprunté sa religion, avec cette différence quand même qu'il n'y a aucun théologien russe de quelconque importance. Donc c'est une religion vécue plus qu'une religion pensée, comme le dit Trovetskoy. Et puis l'Occident, qui depuis Pierre le Grand au moins, a profondément pénétré la Russie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut estimer que le monde russe est la civilisation qui est la plus proche de la nôtre. Alors, à ce stade, une précision importante est à faire. Il n'y a pas de civilisation européenne. L'Europe n'est qu'une expression géographique. Et d'ailleurs, une expression géographique assez artificielle, parce que l'Oural n'est pas une limite. En prenant l'Europe dans sa définition géographique classique, de l'Atlantique à l'Oural, il n'y a aucune unité, contrairement à ce que disait De Gaulle. Alors il faudra aller jusqu'à Vladivostok, à travers la Sibérie. L'Europe, donc, dans sa configuration géographique habituelle, est divisée en 3 civilisations. Qui d'ailleurs, la division principale entre l'Occident et les 2 autres, c'est en quelque sorte la division des alphabets. Alphabet latin à l'ouest, alphabet grec ou cyrillique à l'est, sachant, pour ceux qui voudraient me présenter une objection, que les Roumains, jusqu'au XIXe siècle, écrivaient leur langue, qui a beau être romane, en caractère cyrillique. Bon. Et donc, l'Europe géographique est divisée en 3 civilisations. L'Occident, jusqu'à la Pologne comprise, le monde russe, qui comprend la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, et l'Orient, qui comprend les Balkans, la ligne séparant les pays catholiques des pays orthodoxes, dits orthodoxes, c'est-à-dire de religion byzantine, et séparant en particulier 2 pays qui ont la même langue, la Croatie et la Serbie. Alors quand Giscard d'Estaing voulait justifier l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne en disant « nous n'avons pas refusé l'entrée dans l'Europe au pays de Périclès », il se méprenait, pour être poli. La Grèce d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la Grèce de Périclès. Il y a eu au moins 3 ou 4 grands remplacements de population en Grèce. Le grec qui est parlé aujourd'hui par les Grecs, qui sont donc pas en réalité les descendants des Grecs de l'Antiquité, n'a qu'une vague ressemblance avec le grec antique. Déjà, le grec hellénistique, à l'époque de l'empire macédonien fondé par Alexandre le Grand, était très différent. Donc, la Grèce appartient à l'Orient. On peut même voir ça dans la cuisine, d'ailleurs. Parmi toutes les différences entre les civilisations, il y a aussi cette différence dans les arts culinaires ou dans l'attention portée aux arts de la table. Voilà, donc déjà, 3 civilisations bien distinctes. Occident, Orient, qui inclut les Balkans, et monde russe. La 4e civilisation, c'est l'Inde elle-même, c'est le monde indien plutôt, qui comprend l'Inde elle-même et le sud-est asiatique. C'est une civilisation très ancienne. C'est la plus ancienne des civilisations. Elle a été créée au XIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Aryas indo-européens, autrement dit, ont envahi l'Inde, ont détruit la civilisation de l'Indus et sont allés vers le sud, en imposant aux 3/4 du sous-continent leur langue. L'hindouisme s'est développé à partir des Védas qui ont été constitués, les livres sacrés de l'hindouisme, à cette époque-là. Et dans le sud-est asiatique, l'influence de l'Inde s'est fait sentir jusqu'aujourd'hui. C'est très frappant d'ailleurs de voir au Vietnam, de visiter les ruines de l'empire Cham, qui est un empire hindouiste. Et on voit d'ailleurs, en considérant les ruines de cet empire Cham, qui se trouve au centre du Vietnam, ce royaume, empire est un grand mot, combien la civilisation indienne d'ailleurs,
dont il faisait partie est supérieure à la civilisation chinoise représentée par les Vietnamiens. Les Vietnamiens au XVIIe siècle ont détruit l'Empire Cham et le Vietnam a remplacé ce royaume ou cet empire. Et c'est donc un déplacement de frontières entre les deux civilisations, la Chine et l'Inde, qui s'est fait à cette époque-là. Mais tout le sud-est asiatique, bien qu'il ait été largement islamisé, en Malaisie, en Indonésie, christianisé aux Philippines, reste tributaire de la pensée indienne, et on y célèbre d'ailleurs les traditions du Ramayana, et pas seulement à Bali, qui est resté hindouiste. Alors, cinquième civilisation, la Chine. Le monde chinois. Le monde chinois qui inclut bien sûr le Vietnam, la Corée, le Japon. Alors, chacun de ces trois derniers pays a sa propre singularité, mais il est complètement tributaire de la Chine. Alors, vous remarquerez d'ailleurs que la Chine a beaucoup emprunté à l'Inde, et en particulier le bouddhisme, alors qu'elle ne lui a rien donné. Ce qui vous montre quel est le rapport de grandeur de civilisation entre les deux, entre l'Inde et la Chine. L'Inde, par la profondeur de sa pensée, par la beauté de ses créations artistiques, est très supérieure à la Chine, qui généralement est surestimée. La faiblesse relative de la pensée chinoise, qu'il s'agisse du confucianisme et du taoïsme, qui sont tout de même, honnêtement, soyons sérieux, des philosophies ou des religions de deuxième ordre, par rapport à la profondeur de la civilisation, de la pensée indienne, de sa philosophie, est patente. Dernière civilisation que je dois citer, l'Afrique noire. Y a-t-il une unité de civilisation entre tous ces pays d'Afrique noire? On peut répondre oui, je crois. Avec Henri de Labatide, pas seulement. Avec les avocats ou les promoteurs de la théorie de la négritude, Léopold Senghor ou Aimé Césaire. Léopold Senghor, qui était encore président du Sénégal, un peu après l'indépendance, avait organisé un grand festival des arts nègres. Et oui, il y a une unité civilisationnelle profonde des pays d'Afrique noire, malgré leur diversité, ouest-africains ou bantous. Et bien qu'il n'y ait pas d'unité religieuse, sauf une unité religieuse antérieure à la christianisation et à l'islamisation dans l'animisme, dans le vaudou, et ça se traduit notamment dans la musique nègre. C'est pour cela que Henri de Labatide l'appelle la civilisation du rythme. La musique et la danse sont essentielles à cette civilisation, qui est évidemment très inférieure aux autres dans l'échelle des civilisations si on juge à ses créations. Alors, étant ainsi campé la division du monde en 6 civilisations, qui ont des frontières bien tranchées sur le sol, je voudrais souligner le fait que ce regroupement n'est pas le seul, que les civilisations n'épuisent pas les regroupements qui existent entre les peuples, ou entre les hommes, bien sûr. Il y a des regroupements transversaux qui sont liés notamment à l'influence des grandes religions. Il y a la chrétienté, il y a le monde bouddhique, il y a le monde musulman. Alors, la chrétienté n'est pas une civilisation, mais les chrétiens d'Occident et ceux d'Orient, sans parler de la petite minorité chrétienne de l'Inde, de la Chine ou du Japon, ont en commun de partager les mêmes dogmes, au moins certains dogmes. Et en tout cas, le dogme principal qui est l'adoration de Dieu en 3 personnes et la reconnaissance de l'incarnation de Jésus-Christ. Et de sa rédemption. De la rédemption de l'humanité par l'entremise de Jésus-Christ. Et donc, le fait que, du point de vue théologique stricto sensu, les chrétiens d'Orient, qu'ils soient byzantins, nestoriens ou monophysites, et encore une fois, à l'exclusion, bien sûr, de ceux qui sont convertis au catholicisme, les uniates, comme on dit péjorativement,
nous avons, je pense, si nous sommes des chrétiens occidentaux, un devoir d'amitié vis-à-vis de ces chrétiens d'Orient qui sont actuellement maltraités et persécutés par les musulmans, par l'islam. Alors le monde islamique, bien sûr, cultive ces ressemblances, malgré la cassure qui existe entre chiites et sunnites, sans parler des kharidjites, et malgré les oppositions internes considérables qui existent même à l'intérieur du monde sunnite. Mais il y a une politique, sinon d'unification, du moins de coordination des musulmans à travers le monde. Depuis le Maroc jusqu'à l'Indonésie, malgré les différences évidemment considérables qu'il y a entre ces pays qui n'appartiennent pas à la même civilisation. Le sentiment d'unité du monde bouddhique me paraît moins évident, puisque, vous le savez peut-être, le bouddhisme en fait est coupé en deux, comme le christianisme du reste, comme aussi pour l'essentiel l'islam. Il y a le bouddhisme des ancêtres, Theravada, qualifié péjorativement de petit véhicule, Hinayana, qui est celui de Ceylan, et qui est celui du sud-est asiatique. Sachant que le bouddhisme, comme vous le savez, est né en Inde, c'est une hérésie de l'hindouisme. Puis il y a le bouddhisme dit Mahayana, grand véhicule, qui est celui du monde chinois. Ils n'ont même pas d'ailleurs les mêmes livres saints. Le Tripitaka, qui est le livre saint des bouddhistes du Theravada, n'est pas accepté par les autres. Mais ils ont quand même la même référence à Bouddha, Sakyamuni, ce qui leur fait un élément d'unité. Alors je passe sur les éléments d'unité transversaux qu'on pourrait trouver dans l'idéologie, qu'on a pu trouver. À l'époque de l'apogée, à l'apogée du monde communiste, disons la mort de Staline en 1953, lorsque la Chine était encore plus ou moins satellisée par l'URSS, il y avait une communauté de pays communistes qui apparemment partageaient des valeurs communes. Mais cette communauté idéologique est relativement superficielle, et ne peut pas créer une communauté durable. D'ailleurs, on a bien vu que ça ne durait que quelques années. Alors une dernière entité transversale qu'il ne faut pas oublier, dont on parle peu, mais qui est réelle, c'est la famille des peuples Aryas. Il y a effectivement, entre les Occidentaux, qui sont presque tous, sauf quelques exceptions comme les Hongrois ou les Finnois, des peuples Aryas ou indo-européens, et d'autres peuples d'autres civilisations, cette communauté d'origine, dans un peuple premier, ou primitif si vous préférez, qui a envahi le monde, et qui est d'ailleurs à l'origine de 4 de ces civilisations. Les Perses étaient des Aryas, les Aryas ou Indo-Aryas en étaient aussi évidemment, c'est eux qui ont créé le monde indien. Les Russes sont des Aryas, et les Francs, les Romains, les Celtes, les Grecs sont des Aryas, des Indo-Européens. Alors la découverte de l'origine commune est récente, c'est une découverte scientifique, mais on en trouve des traces dans la tragédie. Échille, quelque part, écrit que les Perses sont des cousins des Grecs, qu'il n'y a rien de parenté. Et je suis partisan pour ma part de faire fructifier les liens qui pourraient exister en raison de cette origine commune entre les Occidentaux d'une part et les peuples orientaux d'origine indo-européenne, peuples balkaniques, Arménie en Asie, ainsi que Iran, Tadjikistan, Afghanistan, et puis l'Inde. Il y a certainement un esprit de famille, si l'on peut dire, à faire fructifier. Alors, d'autres facteurs rapprochent les peuples et les hommes que la civilisation, ou que la religion, ou que les origines.
Et là, il faut énoncer le paradoxe de la taxinomie. Parce que la taxinomie, c'est-à-dire la science des classifications, qui permet par exemple de diviser les hommes en races ou en civilisations, est une science subtile. Et le paradoxe est le suivant. Un élément d'une catégorie peut ressembler davantage à un élément d'une autre catégorie qu'à un autre élément de la même catégorie. Alors c'est si paradoxal que je vais le répéter, mais sinon on ne comprend rien à la classification des civilisations. Un élément d'une catégorie peut ressembler davantage à un élément d'une autre catégorie qu'à un autre élément de la même catégorie. Pensez simplement à la division en race et en sexe. Une femme de sexe féminin par définition peut ressembler bien davantage à une femme d'une autre race qu'à un homme de la même race. Bien sûr. Pensez, dans un domaine complètement différent, au classement des livres d'une bibliothèque. Alors en général, on les classe par grandes catégories, les essais, les romans, les livres d'histoire, les livres de sciences, etc. Mais on pourrait les classer par exemple par la langue dans laquelle ils sont écrits. Dans une bibliothèque polyglotte, il serait peut-être intéressant pour quelqu'un qui ne parle que le français que l'on séparât les livres écrits en français de tous les autres livres. Et donc on fit un regroupement par langue plutôt que par catégorie. Et puis vous trouverez aussi des cas intermédiaires. Est-ce qu'une autobiographie, ça ressemble un peu romancé, c'est plutôt un roman ou c'est plutôt un livre d'histoire, etc. Donc les frontières peuvent être floues. Mais il faut faire des classements qui sont en fait plus arbitraires que la division en civilisations. Ou je peux prendre un exemple complètement différent. Dans l'univers matériel, vous pouvez imaginer très bien une petite chaise avec ses 4 pieds, qui ressemble beaucoup à une petite table avec 4 pieds, et beaucoup moins à une grande table ovale qui n'a que 3 pieds. Bon. Et pourtant, c'est une table, comme la grande table. Je dis cela pour expliquer, pour répondre à des objections que j'ai déjà entendues, mais comment pouvez-vous dire que la Roumanie est plus proche de la Somalie que de nous? Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. Prenons d'ailleurs des exemples plus coriaces. La Serbie et la Croatie. La Serbie et la Croatie sont 2 pays voisins géographiquement, qui se sont déchirés récemment, lors de la guerre d'éclatement de la Yougoslavie. Et pourtant, ils parlent la même langue. Alors, bien sûr, les nationalistes serbes et les nationalistes croates prétendent que le croate et le serbe ne sont pas la même langue. C'est une plaisanterie, comme l'a écrit très bien Paul Gard, le linguiste. Il y a une différence de normes entre les deux langages qui est voulue pour des raisons politiques, mais il n'y a pas de différence de langue. C'est la même langue, qui n'a pas de nom, sauf le serbo-croate. Et pourtant, ces 2 pays appartiennent à 2 civilisations différentes. La Croatie appartient à l'Occident, elle est catholique, dans son identité. La Serbie appartient à l'Orient, elle est byzantine, orthodoxe si vous préférez, dans son identité. Pour autant, je pense qu'il est clair que la Serbie ressemble plus à la Croatie qu'à la Somalie. Je l'admets parfaitement. Mais en Somalie comme en Serbie, il n'y aura pas de consentement dans le mariage. Alors qu'en Croatie, il y en aura un. Il y aura un échange de consentement. Ou autre comparaison un peu différente. La Croatie est probablement plus proche de la Serbie que de la Bolivie. Alors les gens me disent, mais la Bolivie, vous vous rendez compte, c'est peuplé d'Amérindiens, etc. Oui, mais la Bolivie est un pays colonisé par l'Espagne, la langue officielle est l'espagnol, la religion officielle, enfin il n'y a pas de religion officielle, mais la religion usuelle, le christianisme est principalement le catholicisme. Et ce qui compte, c'est la hiérarchie des valeurs. Vous ne croyez quand même pas que la civilisation primitive héritée des Incas puisse l'emporter sur la civilisation occidentale qui a été imposée par l'Espagne.
La Bolivie appartient clairement à l'Occident. Alors il est possible maintenant, mais il faudra plusieurs siècles, vraisemblablement, à moins qu'il y ait une accélération de l'histoire, que certains pays d'Amérique latine sortent de l'Occident à cause, justement, de ce substrat ethnique, qui est différent, et de ce substrat racial. Mais pour l'instant, il est clair que la Bolivie appartient à l'Occident. Et à beaucoup d'égards, donc, qu'elle reste dans la même civilisation que la Croatie. Donc la frontière de civilisation est bien entre la Serbie et la Croatie, ça ne signifie pas que ces deux pays ne soient pas plus proches que des pays beaucoup plus éloignés, dans la même ère culturelle à laquelle ils appartiennent. Alors donc, le point essentiel de cette classification des civilisations, bien sûr, c'est de comprendre que l'humanité n'est pas uniforme, que l'utopie cosmopolite de la civilisation universelle est une imposture. Nous avons une identité individuelle, bien sûr, familiale, nationale, mais nous avons aussi une identité civilisationnelle. Nous sommes des Français, certes, mais aussi des Occidentaux, comme les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Anglais, les Irlandais, les Américains du Nord et du Sud. Et ça n'est pas pour autant que cette identité civilisationnelle doit avoir une traduction politique. Souvenez-vous de François Ier qui s'était allié avec le Grand Turc contre Charles Quint. Alors certains esprits vétilleux lui reprochent, écoutez, c'était l'intérêt de la France. Il a défendu l'intérêt national, il n'y a pas d'intérêt civilisationnel en tant que tel. Nous avons quand même ensemble, avec les autres peuples occidentaux, à préserver et à développer cette civilisation qui nous est commune et qui est sans doute, qui est certainement, la plus grande qui ait jamais existé. Merci. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.